Maintenant, on va parler d'une étiologie assez fréquente des pneumopathies infiltratives diffuses. Cette étiologie, c'est la sarcoïdose. C'est quoi la sarcoïdose? C'est une granulomatose systémique d'étiologie inconnue. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Plusieurs hypothèses ont été soulevées, mais on ne sait pas c'est quoi la cause. Donc, le diagnostic, il repose sur l'atteinte médiastinopulmonaire qui se voit dans 90%. Et on va retrouver sur le plan histologique un granulome épithéloïde et gigantocellulaire, mais dans ce cas sans nécrose caséeuse, à la différence de la tuberculose. Et bien sûr, il faut éliminer les autres étiologies des granulomatoses avant de retenir la sarcoïdose. Il s'agit d'une affection bénigne d'évolution imprévisible. On ne sait pas quels sont les patients qui vont avoir une sarcoïdose qui va évoluer favorablement avec ceux qui vont avoir une sarcoïdose qui peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique ou bien une atteinte d'organes vitaux tels le cœur. Euh, sur le plan clinique, le patient peut être asymptomatique dans 30 à 50% des cas et c'est une découverte radiologique fortuite. Ça peut être en rapport avec une atteinte spécifique. La sarcoïdose, elle peut atteindre le médiastin, le poumon, mais elle peut atteindre les yeux, les nerfs, le système cardiaque, le système neurologique, une atteinte cutanée. Donc ça peut être, on peut découvrir la sarcoïdose à cause de l'apparition d'un nodule sous-cutané. Ça peut être dans le cadre de signes généraux avec une altération de l'état général, une asthénie et une fièvre au long cours. Mais ça, c'est de façon vraiment moins fréquente. C'est soit une atteinte respiratoire avec la dyspnée, la toux sèche, soit une atteinte orientant vers un organe spécifique. L'atteinte médiastinopulmonaire, comme on a déjà dit, elle se voit dans 90% des cas. Le foie le rate avec une hépatosplénomégalie dans 40 à 80% des cas, une atteinte oculaire dans 20 à 50% des cas, des adénopathies périphériques ou bien des nodules cutanés dans 25 à 30% des cas. Sur le plan radiologique, l'atteinte médiastinopulmonaire, elle est classée en type et pas en stade parce qu'on ne sait pas vraiment est-ce que ça va évoluer vers la fibrose ou pas. Le type 1, le patient il est le plus souvent asymptomatique. On va retrouver des adénopathies hilaires, bilatérales et symétriques, d'accord? Et c'est des adénopathies, ils sont de taille variable et même s'ils sont de grande taille, ils ne sont pas compressifs. C'est une caractéristique de la sarcoïdose, alors que les adénopathies des causes tumorales ou bien de la tuberculose, ce sont des adénopathies compressives. Le type 2, sur la radiographie thoracique, on a une atteinte interstitielle réticulo-micronodulaire siège en prédominance au niveau des régions moyennes et supérieures avec des adénopathies médiastinales. Dans le type 3, on n'a pas d'adénopathie, on a un syndrome interstitiel isolé. Une des caractéristiques de l'atteinte médiastinopulmonaire de la sarcoïdose dans sa forme médiastinopulmonaire, qu'on peut retrouver d'importantes lésions radiologiques avec de grandes adénopathies, mais le patient il est peu symptomatique. Donc, par exemple, sur cette radio, vous voyez les adénopathies hilaires avec l'adénopathie latéro-trachéale. D'accord? Si on fait le cliché de profil, on voit ces adénopathies hilaires. L'atteinte, donc le type 4, on a parlé de type 1, 2 et 3. Le type 4, là, le patient, il est symptomatique tout simplement parce qu'on a une évolution vers la fibrose pulmonaire et le patient, il est plus dyspnéique et peut avoir des signes d'insuffisance respiratoire orientant vers une insuffisance respiratoire chronique. La TDM thoracique, elle permet une meilleure analyse des lésions avec ces adénopathies hilaires médiastinales non compressives
Elle va montrer que l'atteinte elle est plus prédominante au niveau des régions supérieures et moyennes et elle nous permet de voir les zones jaunes avec le verdé poli, les micronodules et les lésions de fibrose avec ces signes de distorsion bronchique. Le diagnostic positif repose sur le contexte radioclinique avec ses adénopathies médiastinales, avec cette atteinte interstitielle, avec l'existence de signes extra-respiratoires, par exemple à type de véhite. Je demande systématiquement un examen ophtalmo à la recherche de cicatrices du véhite ou bien une évuite évolutive. Je dois examiner mon patient à la recherche de nodules périphériques, voir est-ce qu'il n'a pas de symptômes extra-respiratoires à type de polyarthralgie, à type de fourmillement, à type d'atteinte ou de céphalée, donc orientant vers une atteinte neurologique associée. L'intradermoréaction à la tuberculine, elle est le plus souvent négative. La recherche de BK, elle est négative parce qu'on a dit que ça pose le problème de diagnostic différentiel avec la tuberculose. Sur le plan histologique, la tuberculose, on a ce granulome épithéliogigantocellulaire avec la nécrose caséeuse. Le lavage broncho-alvéolaire, il va montrer une hypercellularité à prédominance lymphocytaire avec un rapport CD4-CD8 augmenté. Donc, sur le plan histologique, c'est un granulome, comme ça a été dit, épithéliogigantocellulaire sans nécrose gaséeuse. On peut le retrouver au niveau des biopsies des bronchiques étagées lors de la fibroscopie. On peut le retrouver à l'occasion de biopsies de nodules périphériques, d'adénopathie périphérique, comme on peut arriver au diagnostic par la réalisation d'une médiastinoscopie et on va aller directement sur l'adénopathie médiastinale, la biopsier pour retenir, pour confirmer ce diagnostic de sarcoïdose. À côté de la sarcoïdose, une deuxième pathologie assez fréquente également, c'est les pneumopathies d'hypersensibilité ou bien anciennement appelées les alvéolites allergiques extrinsèques. C'est également une granulomatose qui est due à l'inhalation de substances organiques diverses ou bien de substances chimiques. C'est une maladie de l'environnement liée à l'exposition à un antigène particulier et l'étiologie la plus fréquente, c'est la maladie du poumon de fermier due à l'exposition au foin ou bien la maladie des éleveurs d'oiseaux due à l'exposition aux poules ou bien à l'exposition aux oiseaux. Cette exposition, elle peut être domestique, quelqu'un qui aime les canaris, qui aime les perroquets qui sont à la maison, donc il s'en occupe, il est en contact avec les déjections, avec les plumes, donc ces antigènes ils seront inhalés, ils peuvent être responsables de pneumopathie d'hypersensibilité, comme ça peut être une exposition professionnelle, d'où l'intérêt d'un bon interrogatoire. L'affection, c'est une affection à mécanisme immunoallergique, mais non IgE dépendant. On a vu que l'asthme, c'est IgE dépendant. La pneumopathie d'hypersensibilité, c'est plutôt un mécanisme 3 et 4 de la classification de Gellé-Comps. Là, on voit les diverses étiologies, d'où l'intérêt d'un bon interrogatoire. Ça peut être un poumon de fermier, contact avec le fourrage moisi, la paille, les céréales. Et donc, le contact, c'est avec des moisissures. Ça peut être une maladie de champignocystes, ceux qui sont dans la poussière de composite de champignons, donc dans l'élevage des champignons. La bagassose, donc le contact avec les résidus moisis de la canne à sucre. Donc, il y a plusieurs étiologies. D'où l'intérêt d'un bon interrogatoire. Là, on voit les maladies des éleveurs de pigeons. Poussière, le réservoir, c'est les poussières de déjection, pigeons, tourterelles, les poussières de déjection de perruches, canards, poulets et ou bien d'autres animaux. Sur le plan clinique, lors de l'exposition à ces antigènes, le sujet il peut faire une réaction de type immédiat faite d'un tableau fébrile avec un syndrome pseudo-grippal, une dyspnée, la toux sèche, quinteuse,
Avec l'auscultation, on va trouver des râles crépitants, fins et bilatéraux. Donc, ce fermier qui a travaillé toute la journée en contact avec le foin moisi, le soir, il présente, 6 à 8 heures, il présente ses symptômes. Il va dire, ah, c'est un coup de soleil. Il ne va pas consulter. Le lendemain, peut-être, il ne va pas travailler, il est bien. D'accord? Et donc, c'est par la suite la récidive à chaque réexposition. Dans sa forme évoluée, donc cette exposition répétée, le tableau clinique est plutôt pas aigu, mais à type d'une dyspnée chronique avec une toux sèche. Et l'évolution, si le patient il n'a pas évité la cause responsable, va se faire vers l'insuffisance respiratoire chronique sur fibrose pulmonaire. Les critères diagnostiques, ça repose sur une notion d'exposition. Mon patient, il a un contact avec des oiseaux, ou bien du foin moisi, ou autre cause. Il est symptomatique au contact de ces causes. L'exposition répétée va nous orienter vers le diagnostic avec la récidive des symptômes. À l'auscultation, je trouve des râles crépitants et à la TDM thoracique, on a un aspect en verre dépoli ou bien un aspect en mosaïque, pas d'adénopathie à la différence de la sarcoïdose. Les précipitines, on fait un dosage des précipitines, des déjections d'oiseaux ou bien de foin moisi au niveau du sérum de sujet, donc un dosage biologique. La plétismographie, elle va montrer un trouble ventilatoire restrictif avec une diminution de la DLCO. Et le diagnostic également repose sur cette hyperlymphocytose importante qui arrive jusqu'à 80% dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire avec un rapport CD4 sur CD8 le plus souvent inférieur à 1. Une autre étiologie des PID chroniques, c'est les pneumoconioses. C'est quoi une pneumoconiose? Une pneumoconiose, c'est une pathologie liée à l'accumulation de poussière dans les poumons. C'est en rapport avec l'inhalation et l'accumulation des particules minérales au cours de certaines expositions professionnelles. Donc, les facteurs essentiels pour le développement de ces pneumoconioses, c'est la taille des particules, c'est la quantité des particules inhalées, c'est l'importance de la réaction inflammatoire liée à cette inhalation de ces particules minérales, et c'est également lié, c'est plus fréquent chez les patients tabagiques. On peut avoir une atteinte parenchymateuse, mais cette atteinte parenchymateuse, elle peut être associée à une atteinte ganglionnaire, à une atteinte pleurale. Les étiologies sont fréquentes, ils sont différentes en fonction à la particule à laquelle est exposé le sujet. Ça peut être des particules cytotoxiques, telles l'amiante, responsable de l'asbestose, la silice, responsable de la silicose. Ça peut être des pneumoconioses de surcharge en fer, sidérose, barium, barytose, ou bien des particules immunogènes responsables de fibrose pulmonaire, telles le beryllium et comme pathologie la berylliose. Le diagnostic se base sur un bon interrogatoire professionnel et je répète, le calendrier professionnel. Mon patient, il peut être un cuisinier, mais il a travaillé pendant 10 ans dans les mines de Jarada. D'accord? C'est une exposition à la silice. Donc, je dois voir le calendrier professionnel. Est-ce que mon patient, il est tabagique? C'est plus fréquent chez le sujet tabagique. Les signes fonctionnels, c'est les signes de toute PID, la toux, la dyspnée, mais généralement la toux ici, elle est productive due à la distorsion bronchique et au tabagisme associé.
L'examen clinique, il va trouver des râles crépitants et bien sûr à un stade tardif d'insuffisance respiratoire chronique que je peux trouver des signes d'insuffisance cardiaque droite. Le diagnostic repose également, comme toute atteinte interstitielle, sur la radiographie thoracique et le scanner thoracique. Cette radiographie thoracique, elle est indispensable à la reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle. Elle va montrer un syndrome interstitiel avec une topographie bilatérale, avec une atteinte symétrique, avec une prévalence vers le lobe supérieur parce que tout simplement, c'est les lobes les plus aérés. La radiographie thoracique ou bien le scanner thoracique va montrer des petites opacités arrondies, punctiformes, micronodulaires. Ça peut être des opacités linéaires, des lignes de Kerley, comme ça peut être des opacités étendues par confluence des nodules et on a un aspect pseudo-tumoral. Donc, l'imagerie thoracique, elle peut montrer des anomalies associées, on en a parlé. L'atteinte, elle peut être également médiastinale avec des adénopathies médiastinales ou bien une atteinte pleurale. Et on aura dans ce cas une caractéristique de ces adénopathies. Ces adénopathies, ce sont des adénopathies calcifiées en coquille d'œuf avec des épaississements pleuraux. L'FTDM, elle permet un diagnostic précoce. Ce n'est pas un outil de dépistage systématique. On le fait s'il y a un doute s'il y a une dissociation radioclinique. Les explorations fonctionnelles, comme toute pathologie infiltrative, elle va montrer un syndrome restrictif à la plétismographie, comme elle peut montrer également à la spirométrie un trouble ventilatoire obstructif ou un trouble mixte. La DLCO, elle est basse et les gaz de sang, donc on a une altération dans les cas les plus sévères et les cas avec fibrose. Ces explorations fonctionnelles, comme on a dit, c'est une maladie professionnelle, ça permet de fixer le taux d'incapacité permanente, partielle ou totale. Les complications de ces pneumoconioses, ce sont les infections fréquentes non spécifiques à germe banal, comme ça peut être une infection tuberculeuse ou mycobactérie atypique. Ces patients qui ont une pneumoconiose, ils ont plus de risques de faire la tuberculose. Ça peut être une nécrose cavitaire aseptique. L'aspergillus peut se greffer sur ces lésions. On a des lésions d'aspergillome. Un pneumothorax peut compliquer cette atteinte interstitielle. L'évolution dans les formes sévère va se faire vers une insuffisance respiratoire chronique avec un cœur pulmonaire chronique ou une insuffisance cardiaque droite. Et parfois, l'évolution, elle peut se faire vers une insuffisance respiratoire aiguë ou bien un développement de cancer bronchique. Donc, je vais terminer sur cette diapo pour dire que les étiologies des PID, ce sont des étiologies multiples, à peu près 200 étiologies. Le diagnostic étiologique se base sur une bonne démarche diagnostique, se basant sur la clinique, sur la radiologie, sur les examens complémentaires biologiques, fibroscopie, biopsie pulmonaire, dont les stades les plus on n'a pas retrouvé le diagnostic. Mais la chose sur laquelle j'insiste, il faut reconnaître ces pathologies à un stade précoce et évoquer ce diagnostic chez les sujets qui ont une dyspnée chronique avec ou sans tout. Parce que le problème, c'est que si on ne fait pas un diagnostic précoce de ces pathologies, l'évolution, elle va se faire vers la fibrose pulmonaire, puis vers l'insuffisance respiratoire chronique. Et je vous remercie.